Chers amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans ces AI News. Petit changement dans ces AI News, c'est toujours tous les dimanches. On va aller à travers des dernières news sur l'intelligence artificielle. Mais petite nouvelle formule, on va faire ça plus directement, moins de montage, plus de spontanéité. On va regarder ensemble sur Internet, sur les différents communiqués de presse et sur les réseaux sociaux les dernières nouveautés de l'intelligence artificielle. Cette semaine, on va parler d'un modèle Instant Mesh qui permet de faire de l'image tout 3D. On va parler d'un nouveau plugin Control Adapter, d'un nouveau modèle Control Adapter pour les modèles de diffusion qui permet un peu d'utiliser des modèles comme ControlNet sur plein de modèles différents et surtout de faire de la vidéo, de la génération de vidéo. Et puis, on va parler de VASA 1, c'est le modèle de Microsoft qui permet de faire de la génération de portraits vidéo. Et puis, évidemment, on va parler de Llama 3, le nouveau modèle de langage de Meta. Ça va être très intéressant, vous allez voir. En attendant, générique. Alors, ce modèle Instant Mesh, on peut le voir là sur une publication de Victor M, qui est Head of Product Design chez Hugging Face. Quelques exemples, hein. Donc Instant Mesh, c'est de l'image tout 3D, de très très bonne qualité. On avait vu un autre modèle qui était TripOSR il n'y a pas longtemps, hein, sur les AI News, qui était très intéressant. Là, il y a une petite démonstration. Donc, on prend une image et puis on génère un modèle 3D. De toute façon, on va tester juste après le modèle. Il y a plusieurs exemples, hein, vous pouvez voir. D'ailleurs, c'est des exemples qui sont disponibles ensuite sur la démo Hugging Face. Hein. Donc là, on a une image. Et puis, on va générer un modèle 3D, une mesh en format OBJ. On a donc cette démo sur Hugging Face. Je vous mettrai tous les liens, hein, vous allez sur cette démo et puis vous pouvez choisir ici des images. Donc on prend par exemple cette image-ci parce que je ne l'ai jamais essayé. On a un seed value pour initialiser le générateur de nombres aléatoires. On presse sur générer et le modèle mouline, hein, vous allez voir, c'est assez rapide. Généralement, une petite dizaine de secondes. Le modèle a réussi à générer son objet 3D. Alors, ce que fait le modèle, on va voir, on va survoler vite fait le papier ensuite, hein, parce qu'il y a un papier qui a été publié aussi. C'est qu'on a un modèle de diffusion qui va générer plusieurs images sur de différentes vues en fait, de l'image qu'on lui donne. Et à partir de ça, il va ensuite générer ce modèle 3D. Donc là, on a le modèle 3D qui est généré. Vous voyez, on peut tourner autour, on peut zoomer. Alors, on peut voir la qualité des textures, c'est pas encore ça. C'est encore assez basse résolution, très très basse résolution. Bon, il est capable vraiment de modéliser tout le pourtour du personnage dans une qualité qui est pas trop mal si on voit un peu le personnage de loin. Bien sûr, pour avoir des modèles qui créent des modèles 3D vraiment très très beaux, aussi de près avec de très belles textures, il va falloir attendre un peu. Encore un petit test, par exemple celui-là. Ce petit truc cette image de lion, là, de nouveau un peu en 3D. On l'a choisi, on clique sur générer. Bon voilà, je vous ai mis en pause pour ne pas vous faire attendre trop longtemps. Donc on a un résultat qui est celui-ci, là aussi. Les textures, quand on zoome, hein, elles ne sont pas très très belle et puis c'est pas très haute résolution. Mais bon, on peut voir que globalement, hein, cette technologie de texte, ces modèles de images tout 3D avancent gentiment, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à voir vraiment le personnage là qui est vraiment créé de manière très fine en 3D. Il y a encore pas mal d'avance à faire, mais ça avance. Vous pouvez voir le seed là, en fait ça va régler le modèle de génération. Donc, ils disent, il faut faire attention, il faut tester plusieurs seeds, on peut avoir des résultats différents de différentes qualités. On a un repo GitHub, hein, comme d'hab, avec une vidéo qui ne marche pas, on ne sait pas pourquoi.
c'est pas grave, ça je vous montre juste des exemples. Ce qu'ils nous disent dans la to-do list, c'est que ils ont publié le code pour l'inférence et l'entraînement. Ils ont publié les poids du modèle, donc c'est utilisable. On peut les avoir, on peut faire tourner le modèle. Et puis on a une démo Hugging Face qui nous permet qu'on vient de voir, qui nous permet de faire tourner ce modèle et de l'essayer. Rapidement sur le côté technique, ce qu'on a, c'est que on a ce schéma ici qui nous explique globalement le fonctionnement de ce modèle de Instant Mesh. Ce qu'on a, c'est que globalement, la manière dont marche ce modèle, c'est l'image d'entrée, comme on l'a vu, c'est l'image qu'on a choisie. On passe ça aussi, c'est aussi ce qu'on a vu dans la démo, on passe ça dans un Multi-View Diffusion Model, donc un modèle de diffusion multi-vue, qui va nous générer différentes vues en fait de cette image. À partir de là, ils vont utiliser un VIT, donc un Vision Transformer, pour encoder cette image. Et ensuite, ils vont utiliser un triplane decoder. Alors les triplanes, ça va permettre de générer ces différentes vues de haut, d'avant, de bas, etc. sur les côtés. Et à partir de là, en utilisant ces représentations et puis ces triplanes, on a le modèle qui va créer une mèche dans une espèce de grille. Et puis, à partir de là, on a un moteur de rendu qui va prendre en compte non seulement les mèches, mais aussi les cartes de profondeur, etc., pour pouvoir améliorer la qualité du rendu de ces modèles. Alors, je ne suis pas rentré énormément dans le fonctionnement, j'ai pas eu le temps de lire en totalité le papier. Ça serait quelque chose d'intéressant d'aller peut-être en live, dans un live ou plus tard dans une vidéo, mais il y a peut-être des choses plus intéressantes et plus importantes à faire avant. Pour l'instant, ce modèle il est disponible, donc en fait c'est cool, on peut l'utiliser. Pas obligé de rentrer dans le côté technique pour pouvoir l'utiliser. On continue avec les modèles de diffusion. On a ceci qui est sorti il y a quelques jours. Ça s'appelle Control Adapter. Un framework efficient et versatile pour adapter diverses méthodes de contrôle à n'importe quel modèle de diffusion. Et on peut voir, l'idée, c'est ici de pouvoir utiliser n'importe quel contrôle net ou type contrôle net et d'avoir ce contrôle adapteur pour pouvoir en fait adapter n'importe quel contrôle net à n'importe quel modèle de diffusion. Très large. En ajoutant, et on va voir, ça c'est ce qu'ils ont ajouté, c'est ce qu'ajoute cette méthode, c'est aussi en améliorant la cohérence temporelle, donc pour pouvoir faire de l'animation. Alors, le papier, là aussi, je suis passé vite fait dessus. Vous pouvez voir, comme d'habitude, on a des schémas de la mort qui nous décrivent toute l'architecture, mais globalement, si vous vous souvenez du fonctionnement de ControlNet, on a un réseau UNet pour Stable Diffusion, par exemple, qui est copié, et puis on garde figé le modèle de Stable Diffusion d'origine, et puis on va entraîner ici ce modèle ControlNet en fait, à aller contrôler les différentes couches grâce à ce qu'on appelle ces zero convolution, alors à aller contrôler en fait les différentes couches du modèle d'origine. Et là, vous voyez, entre les deux, on a un contrôle adapteur qui va prendre en fait la sortie du contrôle net. C'est là qu'on peut imaginer qu'on puisse prendre en compte différents types de contrôle net avec différentes tailles. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on a des nouveaux modèles, on a logiquement des tailles de niveau. On a des tailles sur des tailles de représentation numérique qui sont différentes. Donc si vous ne pouvez pas plugger ça directement dessus, ça va vous faire directement des erreurs. Donc là, l'idée, c'est d'avoir vraiment un intermédiaire qui va pouvoir adapter en fait ces différents contrôles nets à des nouveaux modèles, des nouveaux modèles de diffusion. Et on peut voir là, c'est donc ce modèle-là qui va être entraîné ici pour pouvoir faire le lien entre les deux. Et comme il prend le time step et qui prend le texte et qui prend le prompt d'image et le prompt textuel, et il va être capable ensuite aussi d'apporter un contrôle supplémentaire. Et on peut voir ce qu'ils ont essayé de faire, c'est surtout de bosser sur la vidéo. Est-ce que le papier il donne plus? Bon, le papier il vous donne pas mal d'exemples, mais c'est purement des images du coup.
Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de voir des exemples, voir au niveau vidéo ce qu'il était capable de faire. Tout ce qu'il vous montre là, c'est que vous avez la possibilité donc, de prendre plusieurs, de stacker des contrôles nets donc, et puis de les appliquer. Mais on a de la chance, il y a un site, un repo GitHub, là, comme d'hab, pour ce modèle qui donne plus d'informations. Alors on a à nouveau le schéma de la mort, et puis on a ces exemples-ci. On a alors l'idée simple du départ, c'est donc d'avoir cette image, par exemple, de poisson, et puis le prompt ici, qui est un poisson qui nage, plus cette image, et puis on a le contrôle là, qui est cette carte de profondeur de la vidéo dont est extraite l'image. Et là, on a la vidéo qui est générée. On peut voir, hein, la consistance temporelle est au rendez-vous. Et sur les deux autres exemples, hein, qui sont du même acabit, sauf que là, on utilise des lignes de contour, on a également une consistance temporelle qui est vraiment, vraiment très, très bonne. On n'a pas d'inconsistance. Bon, c'est des vidéos qui sont assez courtes. Mais on peut voir que donc, ce modèle, cet intermédiaire, ce contrôle adapteur, apporte une consistance temporelle. Là, on peut voir avec d'autres exemples, toujours avec une image de base, un prompt, et puis une condition de contrôle supplémentaire. On a d'autres exemples ici. Et ce qu'on a d'intéressant, c'est qu'ici, on a un exemple, non pas avec une seule condition de contrôle, mais avec plusieurs conditions de contrôle. Contrôle multicontrôle net donc. Hein. Vous pouvez voir les diverses conditions. Hein. Donc on a de la pause, on a de la segmentation, des lignes de contour et de la profondeur. Et ici on a l'image qui est générée. Hein. Donc on part d'un prompt plus une image et les conditions. Vous pouvez voir là aussi la consistance temporelle est vraiment pas mal. On n'a pas de changement bizarre entre les frames. Hein. De nouveau la vidéo est assez courte. Là aussi du multi-contrôle net, vraiment ce contrôle adapteur permet vraiment une amélioration de la consistance temporelle, à part que là on peut voir les premières limites. Hein. Vous voyez par exemple ici le bras, hein, qui se transforme, qui est nu au départ et puis tout d'un coup qui s'habille. Les pieds aussi, vous pouvez voir les chaussures qui changent. Exemple de plus, en partant d'une image. Là aussi, en partant d'une image, on peut voir quelques problèmes de nouveau de consistance temporelle, mais c'est largement plus consistant en fait que si vous faites de l'image to image sur de la vidéo. Donc la vidéo to vidéo simple, frame par frame sur Stable Diffusion. Là peut-être quelque chose de plus intéressant. Vous avez on extrait la condition qui est une carte de profondeur à partir d'une vidéo. Et à partir de là, eh ben, on va générer une vidéo en utilisant cette image de base. Donc on génère une frame et on va générer la vidéo en utilisant donc cette image de départ et puis cette condition. Et donc la dernière colonne, c'est la vidéo qui est générée. Donc ça a été généré par SDXL. Et puis ça a été généré par i2Video, donc Image to Video Gen XL, qui est un générateur de vidéo que je ne connaissais pas, et qui est assez intéressant, qu'il faudrait explorer. Hein. Donc là, il y a un papier, il y a du code, et il y a des modèles qui sont disponibles. Et donc ce Image to Video, ce i2V Gen XL, plus ce contrôle adapteur, et qui va utiliser donc cette condition de contrôle et l'image source pour générer ces vidéos. Là aussi, on a des styles qui sont très différents, et on peut voir qu'à chaque fois, on ne voit pas d'inconsistance temporelle, vraiment. Tout est bien réglé. Hein. Vraiment, de nouveau, comparé à l'utilisation de modèles de base, de techniques de base pour générer de la vidéo, on a vraiment un résultat qui est très consistant. Là, on ne va pas tout faire, mais un autre exemple supplémentaire, on fait du sparse frames as condition control. Donc, c'est-à-dire sparse frame, c'est-à-dire qu'on prend que la frame du départ, par exemple, et la frame de la fin.
Et puis, notre modèle, il est capable en fait de faire une sorte d'interpolation et on peut voir le résultat ici. Donc là, on a une condition, on a des conditions qui sont des lignes de contour, qui sont extraites directement probablement d'une vidéo. Et on peut voir là que le modèle, il nous génère une vidéo avec, bon, qui est très basse résolution, mais qui n'a pas trop de bizarreries. Hein. Bon, ça reste un exercice qui est assez difficile pour un modèle. Bon, vous avez toute une page avec plein d'exemples, autant sur les images que sur les vidéos. On peut voir que certaines sont vraiment pas mal. Et en tout cas, c'est une belle promesse. Les modèles en plus sont disponibles. Hein, les checkpoints ici sont disponibles. Donc, sous quel format? Vous voyez là, vous avez la profondeur en safe time source qui est disponible. Vu qu'il y a le code, eh ben, c'est probablement adaptable. Alors, est-ce que il y a déjà quelque chose, il y a déjà du code, il y a déjà des plugins qui nous permettent d'utiliser ça assez simplement? Je ne sais pas, mais on reviendra dessus assez rapidement. On passe à la suite. VASA V1, Life Like Audio Driven Talking Face Generated in Real Time. Donc des visages générés en temps réel. Donc c'est un modèle de diffusion aussi qui permet de générer des portraits, des vidéos portraits à partir de l'audio. Hein. Donc on utilise de l'audio, par exemple, quelqu'un en train de parler. Et puis on va générer le son de quelqu'un en train de parler. Et par exemple l'image, le portrait d'une personne en image. Et puis le modèle, il va nous générer à chaque fois une vidéo, en fait. Alors, quelques exemples. Il y a pas mal d'exemples là aussi sur la page de Microsoft. Donc le truc, c'est que le modèle, il va devoir synchroniser le son, en fait, qui est donné avec le portrait qui est généré. Donc on peut voir des exemples sometimes ici. nothing happens and sometimes everything happens all at once and you just gotta deal with it. And it's also just strange to... Have you ever had, maybe you're in that place right now where On a vraiment pas mal d'exemples. and you know Bon, la somewhere qualité est vraiment in pas your mal. Hein. soul, Si on regarde certains. If you plan to go for a run and you don't have enough time to do a full run, do part of a run. Bon, il y a quelques étrangetés, hein, toujours dans le visage qui est généré. Ça dépend des positions en fait du visage. Celui-là est vraiment pas These mal. principles will not only make your user's journey more pleasant, they'll contribute to better business metrics as well. Users hate being interrupted, and they hate... Celui-là, ça serait un peu plus difficile de voir la différence avec une vraie vidéo ou de savoir si c'est une vraie vidéo ou non. Ensuite, on a le fait, et ça c'est quelque chose d'intéressant, il y a plein de capacités dans ce modèle, c'est la capacité à contrôler la génération. Hein. Vous savez, de toute façon, je vais bientôt sortir une vidéo là-dessus sur le pourquoi les artistes ne vont pas, un vlog sur pourquoi les artistes ne vont pas disparaître. Le truc dans les modèles de diffusion et les modèles de génération d'images ou de vidéos, peu importe, ce qui est important, c'est pas la qualité forcément esthétique. Ça, c'est quelque chose qui est assez facilement atteignable maintenant. Le problème, le nerf de la guerre, c'est le contrôle de la génération. Et là, il nous propose donc d'avoir non seulement cette capacité de générer des portraits, mais aussi de pouvoir contrôler la génération. Alors, comment on peut contrôler la génération? On peut contrôler la direction du regard. I would say that we as readers are not meant to look at him in any other Vous voyez à chaque fois, là, c'est la direction du regard. Donc là, en face, à gauche, à droite, et puis en haut. way, but with disdain, especially in how he treats his daughter. Alors le modèle est bien capable de suivre cette condition. Là, ça va être la distance la distance en fait de la vidéo face au visage. But you can imagine I have a lot of questions. So I'd love to begin with you firstly. Alors selon comment on met le regard, selon comment on met la position, selon la distance, ça donne des vidéos qui sont plus ou moins en fait étranges ou qui ressortent moins peut-être comme étant générées par IA. Là, on va pouvoir contrôler le sourire tout simplement. You stand up all the time. I'm a stand-up comedian, improviser by trade. You had me on one of the most fun experiences of my life as I was on the show in Chicago. Et un cas intéressant ensuite, hein, vous le savez, dans le machine learning,
c'est la capacité de généralisation qui est intéressante. Et là, donc, on a des cas out of distribution, c'est-à-dire testés sur des cas qui ne faisaient pas partie du jeu d'entraînement. Donc ici, ça veut dire quoi? Par exemple, ça veut dire pouvoir utiliser, générer des portraits, des vidéoportraits de photos qui sont, enfin, d'images qui ne sont pas des photos, mais qui sont des peintures, par exemple, hein, donc des images artistiques, du chant au lieu de la parole, ou encore du texte qui n'est pas en anglais. Donc là, par exemple, on a un portrait qui n'est pas artistique, un portrait qui n'est pas une photo, mais qui est la Mona Lisa, et qui chante. Yo, I'm a paparazzi. I don't play no Yahtzee. I go pop, 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 pop. Voilà. Et celui-là... Tell me that you love me. Voilà, qui chante aussi. À chaque fois, c'est des portraits stylisés. Et ça, c'est l'exemple qui n'est pas en anglais. Et en tout cas, la synchronisation des lèvres est plutôt convaincante. La puissance du, je ne sais pas, je ne me souviens plus la traduction de ce mot en français, mais c'est le fait de pouvoir générer une même, à partir d'un même son, à partir d'un même son ou d'une même position du visage, mais selon des propriétés différentes. Donc là, par exemple, c'est partir du même son, de la même position, mais avec un visage différent. Donc on a ce visage de base. On a ce visage de base. So it's the same for meditation. The more time you put into it, the more benefits you will feel. And the only person. Donc on a la même photo d'entrée, mais avec différentes séquences de mouvements. Et donc là, sur cette partie-là, on a la même séquence de mouvements, mais avec des photos sources qui sont différentes. Donc on va avoir la même chose qui est prononcée, avec les mêmes mouvements en fait du visage, sauf qu'on a utilisé des photos qui sont différentes et on a des résultats qui sont similaires en termes de paroles et de mouvements. Will prevent those cavities from getting worse and prevent new cavities. Just because you treat cavities, it doesn't mean they can't get cavities in any other tooth or around those other cavities. Why did the cavities happen in the... Pas mal, et là, même exemple, sauf que on a donc... Say you don't want to see this person again. I still think that you should follow up. On a cette vidéo générée de base, et puis on peut soit générer seulement la pose, hein, sans la parole, donc sans avoir les lèvres qui bougent, avoir la génération qui est faite, enfin, le portrait qui va prononcer la phrase, mais la position du visage va rester la même. Ou alors on a capacité de changer la pose du visage sur la dernière, sur l'exemple tout à droite. Donc le visage continue à parler, mais on est capable de changer la position. Donc on est capable de séparer, en fait, c'est le disentanglement, sa capacité de pouvoir séparer diverses propriétés et de pouvoir les manipuler chacune différemment. Voilà. Et surtout, une chose, c'est que ce système, ce modèle est très rapide. Et ici, ils nous disent qu'ils sont capables de générer donc des vidéos de 512 par 512 à 45 fps. Ils utilisent une RTX 4090 et la latence c'est de 170 millisecondes. Donc c'est dans un streaming online, donc dans le mode streaming online, avec une latence de 170 millisecondes. Donc c'est un modèle qui est en tout cas assez léger et donc qui permet d'imaginer des applications en temps réel. Évidemment, dernière news, on passe à Llama 3, le nouveau modèle le nouveau LLM de Facebook, de Meta, qui est sorti cette semaine, hein, donc le 18 avril. Llama 3, donc troisième version de leur modèle. Les choses à savoir, c'est qu'on a deux modèles pour l'instant qui sont publiés. On a le modèle ici avec 8 milliards de paramètres et le modèle avec 70 milliards de paramètres. Alors les choses à retenir, ils nous disent, ils vont bientôt mettre à disposition ce modèle. Alors le modèle est disponible, hein, les poids pour ces deux modèles sont disponibles, mais on y aura bientôt accès directement à travers les
les différents providers de cloud. Il y a des outils intéressants qui sont mis à disposition par Facebook qui permettent de faire probablement de la vérification et de l'évaluation de sécurité de ces modèles. Alors je ne sais pas s'ils sont en open source ces modèles, et s'ils sont en licence libre, ça serait quelque chose d'intéressant. Il y aura bientôt un papier qui va nous décrire le développement de Llama 3. Et surtout, Meta a sorti un site internet qui s'appelle Meta AI, qui n'est malheureusement pas encore disponible, en tout cas dans mon pays. Si on via un VPN, ça doit être accessible. Au pire, je referai une vidéo pour tester leurs différents modèles, un peu voir ce que ça donne. Ces deux modèles, donc le 8B et le 70B, on a des modèles qui ont été pré-entraînés, mais aussi qui ont été fine-tunés avec des instructions. On peut voir sur le site de Meta les différentes évaluations. Donc, on a les benchmarks classiques, le MMLU, le Human Eval, le MAT. Et on peut voir les comparaisons avec d'autres modèles de même taille. Donc, on peut voir là que Llama 3 est capable de faire mieux que du Gemma ou du Mistral 7B, aussi fine-tuné sur des instructions. Et le 70B, le 70 milliards de paramètres, et fait mieux que les autres dans 3 benchmarks, donc avec des résultats qui sont vraiment compétitifs et vraiment intéressants. Alors, ce qui est intéressant, là, on a pour le 70B, on a Gemini 1.5 et Claude 3 Sonnet. Claude 3 Sonnet, c'est, il me semble, le modèle intermédiaire de Anthropic. Et si je vous retrouve ça, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la comparaison avec GPT-4. Et on l'a sur le site, tout simplement sur le site d'Anthropic. Vous pouvez voir là, Meta fait la comparaison avec Claude 3 Sonnet. Donc on peut voir là sur le MMLU, on a 79%, donc c'est le 79% qu'on voit ici. Là où Llama 3 fait 82, donc très intéressant. Donc là, on surpasse, sur ce benchmark-là, on a 82 pour Llama 3. Mais on peut voir que face à un Claude 3 Opus, qui est le plus gros modèle, on a 86.8. Et GPT-4 fait 86.8. Et donc là, on a du 82 pour Llama et Llama 3. Mais bon, on a du 82, alors que là, on a du 86 avec GPT-4 qui est beaucoup plus gros. Opus 3, Claude 3, Opus 3, je me souviens plus si on a accès au nombre de paramètres. Mais on a déjà un modèle qui est vraiment de très très bons résultats avec seulement 70 milliards de paramètres. Ce qui serait intéressant, alors une chose de plus, c'est que Meta a annoncé qu'il travaillait sur un modèle de 400 milliards de paramètres. Alors, ça veut dire qu'on a un modèle qui est très gros, qui va probablement être largement compétitif avec ce Claude 3 Opus et le GPT-4. Maintenant, 400 milliards de paramètres, si vous vous souvenez du LLM de Elon Musk qui avait, je ne me souviens plus combien, quelques centaines de milliards de paramètres et qui faisait plus de 300 gigas ou 250 gigas. Un Llama 3 à 400 gigas, ça va faire une taille énorme et ça va demander une capacité en GPU absolument énorme. Donc pour ceux qui veulent un peu s'amuser avec des LLM open source, c'est très difficilement accessible. Alors que le Llama 3 70B, éventuellement, ça peut être accessible, soit par exemple en louant des gros GPU par exemple, ou en mutualisant un accès au cloud avec des GPU. Donc 400 milliards, et c'est pas la seule annonce, Meta a aussi annoncé qu'il travaillait sur des Llama 3 multimodaux, ce qui veut dire qu'on aura la capacité bientôt d'avoir des Llama 3 de grosse taille, très performants, capables de prendre en charge des images, etc., peut-être du son. Et surtout, tout ça, c'est des modèles qui sont en open source, et si je ne me trompe pas, c'est en licence Apache, donc une licence libre. On a quelques évaluations face à Claude 3 Sonnet, Mistral, GPT 3.5. Alors, Meta a aussi
a aussi investi pour créer un nouveau benchmark qui est ce Meta Llama 3 Instruct Human Evaluation. Donc à chaque fois, ici on peut voir le pourcentage de fois où il va gagner en fait contre le modèle adverse. Soit il va gagner, soit il va faire ex aequo, soit il va perdre. On peut voir que globalement, il est compétitif avec Claude 3 Sonnet, avec seulement 70 milliards de paramètres. Donc chaque fois, c'est le modèle à 70 milliards de paramètres. Et par contre, il va surpasser des modèles comme Mistral Medium, GPT 3.5 et évidemment Llama 2, Llama 3 va largement le surpasser. Si on le compare exactement ici, ce Llama 3 préentraîné aux autres modèles, donc le Llama 3, 8 milliards de paramètres aux autres modèles, sur d'autres benchmarks, sur d'autres benchmarks, mais aussi contre d'autres modèles. Par exemple, le Mistral 7B, là on peut voir que effectivement sur 4 benchmarks, là aussi le Llama 3 gagne. Et contre le Llama 3 avec 70 milliards de paramètres, le plus gros modèle, est capable de remporter et surpasse les autres modèles qui sont Mistral, le dernier modèle avec du Mixture of Experts, 8 fois 22 milliards. Il est capable de le surpasser. Et bien sûr, Gemini Pro 1.1, lui aussi, est surpassé par Llama 3. Alors nous, ce qui nous intéresse éventuellement, c'est les avancées techniques. On a envie de savoir un peu plus ce qui se cache techniquement derrière ce Llama 3. Alors, on a quelques informations sur l'architecture du modèle. On nous dit que comparé à Llama 3, il y a plusieurs améliorations. D'abord, il y a un vocabulaire qui a été étendu à 128 000 tokens, ce qui permet d'augmenter substantiellement les performances du modèle. Et puis, ils ont utilisé ce qu'on appelle du Grouped Query Attention, du GQA, donc de l'attention par query groupé, par requête groupée, sur les modèles 8B et 70B. Alors, ça serait intéressant d'aller explorer un peu cette technique. Il doit probablement avoir un papier là-dessus. Et puis, ils sont en train d'entraîner et ils ont entraîné ces modèles sur des séquences de 8192 tokens en utilisant des masques d'auto-attention pour ne pas dépasser les frontières des documents. Bon. Il n'y a pas l'air d'avoir des améliorations en termes d'architecture qui sont vraiment incroyables, qui font de Llama 3 un bond absolument énorme. Alors, une chose par contre, c'est la taille du jeu d'entraînement. Là, on sait que Llama 3, il a été pré-entraîné sur 15 trillions de tokens. Donc ça doit faire, en français, ça doit faire 15 billions de tokens, donc 15 000 milliards de tokens, si je ne me trompe pas. Et puis, ils nous disent, donc ce dataset est 7 fois plus grand que celui de Llama 2. Pour préparer les use cases multilingues, plus de 5% du jeu d'entraînement, de pré-entraînement de Llama 3 sont des contenus de haute qualité qui ne sont pas en anglais et qui sont dans plus de 30 langues différentes. Et donc, ils s'attendent à des hausses de performance de Llama 3 dans des langues qui ne sont pas l'anglais. Pour pouvoir recueillir toutes ces données, ils ont développé, et pour pouvoir obtenir ces données de haute qualité, ils ont développé tout un pipeline de filtrage en fait, de données. Et donc, dans ce pipeline de filtrage, on a des filtres par heuristique, des NSFW, des filtres NSFW pour retirer les contenus qui ne sont pas sûrs, des techniques pour enlever les duplicata et des classifieurs de texte pour prédire la qualité en fait, des échantillons. Une autre chose, c'est qu'ils ont utilisé Llama 2. En fait, ils ont trouvé que les précédentes générations de Llama étaient plutôt bons pour identifier en fait, les données qui sont de haute qualité. Donc, ils ont utilisé Llama 2, par exemple, pour générer du texte, d'entraînement, qui vont ensuite
qui vont ensuite être utilisés pour les classifieurs de texte qui sont ensuite qui vont être utilisés pour filtrer les données qui vont donner à Llama 3. Donc ils ont fait beaucoup d'expériences ensuite, hein, évidemment. Bon, ce qui est impressionnant, c'est tout le pipeline qu'ils ont mis qu'ils ont construit en fait pour pouvoir entraîner ce modèle. Hein. Donc on a ces deux modèles et ils nous disent qu'est-ce qu'on a? On a donc ces 15 000 milliards de tokens. Et qu'est-ce qui était intéressant? Oui, c'est pour vous donner un peu l'idée de la puissance de calcul qui est utilisée pour entraîner un modèle comme ça. Leur implémentation la plus efficace a été... leur entraînement, leur implémentation la plus efficace a permis d'entraîner jusqu'à ce modèle sur 16 000 GPU simultanément. Donc vraiment, on a un entraînement, on a eu un entraînement qui est fait sur 16 000 GPU, imaginez-vous. Et ils ont un nouveau cluster en fait chez Meta. Je ne me souviens plus comment ils appellent ce cluster-là. C'est ce cluster avec 24 000 GPU. Donc ils ont fait des runs d'entraînement sur 2 clusters de 24 000 GPU. Donc on a un entraînement qui est fait sur 48 000 GPU en parallèle. C'est une puissance de calcul qui est absolument colossale. C'est absolument incroyable. Et rendez-vous compte, on a la possibilité d'avoir accès à ces modèles, ce qui est quelque chose d'assez fantastique. Ce qui fait qu'on a une relation du coup assez ambiguë avec des entreprises comme Meta, parce que c'est essentiel d'avoir des modèles open source comme Llama 3, mais en même temps ça nous rend dépendants en fait d'entreprises comme Meta, hein, pour pouvoir par la suite, si Meta décide tout d'un coup d'arrêter de faire ces modèles et de ne plus faire Llama 4 et de ne plus suivre la production, ça sera absolument impossible d'entraîner par nous-mêmes en fait des modèles de cette taille. Qu'est-ce que j'avais à vous montrer encore? On a un site, un repo GitHub pour ce Purple Llama, qui est un package de sécurité pour pouvoir évaluer en fait les divers risques posés par un LLM en cybersécurité. Donc probablement qu'on peut évaluer le code qui est généré par des LLM et principalement par Llama. Et ça serait quelque chose qui serait intéressant. On pourrait explorer ça probablement dans le futur. On a le repo de Llama 3. Ici, on va avec un accès sur Hugging Face. Alors pour avoir le modèle, soit vous pouvez avoir accès au modèle, soit vous pouvez vous inscrire sur le site de Meta pour pouvoir avoir accès au modèle. Est-ce que j'arrive à vous retrouver Alors en tout cas, vous pouvez avoir accès au modèle, au poids du modèle sur le site de Meta. Vous devez vous enregistrer, ou alors vous pouvez aussi avoir accès au modèle 8B et 70B Instruct, donc entraîné sur des instructions également. Là aussi, vous devez vous enregistrer avec votre adresse email. Pas votre adresse email, votre compte Hugging Face, votre affiliation, votre pays, etc. pour ensuite avoir accès à ces modèles. Bien sûr, ils vont être très probablement intégrés dans les divers frameworks et outils open source très rapidement. Alors, en tout cas, le 8B, on doit pouvoir le faire tourner assez simplement sur des cartes graphiques maison. Le 70B, on essaiera. Et je crois que c'est un peu tout ce qu'on avait comme information. Il y a d'autres benchmarks encore qui sont sortis. Donc on peut voir que globalement, ce Llama est capable de très bons résultats. Il est clairement, il apporte clairement, et c'est clairement le state of the art dans la gamme des 70B et des 8B. Et on a un modèle 70B qui petit à petit se rapproche en qualité de modèles comme GPT-4 et de modèles plus gros, et donc des modèles qui sont accessibles, vraiment de qualité, qui sont accessibles pour pouvoir, ou on va dire aux bidouilleurs,
aux libristes et autres pour pouvoir implémenter de l'IA libre et ne pas devoir dépendre d'entreprises comme Anthropic ou OpenAI. En attendant, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à aller voir sur ma chaîne, donc sur la chaîne Artificialis Code. Je viens de sortir la vidéo de 5 minutes en papier sur d'Innover2. N'hésitez pas à aller la regarder et à me faire un retour. N'hésitez pas aussi à me faire un retour sur ce format des AI News, si vous préférez ce format ou si vous préférez l'autre. C'est un format du coup qui est un peu plus long, mais on va un peu plus en détail dans les diverses parties des sujets présentés. Mais je vous dis à la semaine prochaine et bonne semaine. N'oubliez pas de rester curieux. Ciao!